Parole aux chercheurs et aux chercheuses. Du coup, juste les petites consignes techniques avant qu'on lance le webinaire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos remarques, vos commentaires, si vous pouvez revenir avant, voilà. Vos commentaires, vos remarques dans le chat. On prendra en priorité les questions et vos remarques dans le chat. Donc, vous pouvez le faire tout au long du webinaire et nous, on capitalisera toutes vos remarques euh, dans un document et ensuite on pourra repartager toutes vos questions. Si on n'a pas eu le temps de toutes y répondre, on pourra faire un compte-rendu un peu plus détaillé. Voilà, n'hésitez pas à... Si vous laissez vos caméras, il n'y a pas de souci. Si on voit qu'on a un petit problème de bande passante, peut-être on vous demandera de couper vos caméras, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Alors, il y a une personne qui me dit qu'il y a un problème de son et qu'il y a un écho. Est-ce que vous avez le même souci? Ou est-ce que c'est juste cette personne? Non, bon, désolée. Pour vous, Charles. J'espère que ça va se régler. Du coup, voilà les petites consignes techniques. Avant de démarrer, on voudrait peut-être se présenter. Parce qu'on est nombreux aujourd'hui pour ce prochain webinaire, puisque c'est toute une équipe aujourd'hui qu'on a la chance d'accueillir. Donc, on va commencer par ce petit tour d'écran avant de dérouler notre webinaire. Donc, moi, je suis Marianne Dufay, directrice de Vivacité de France, qui comporte la dynamique Mobiscol. Et puis, je vais laisser la parole à ma collègue pour commencer, puisqu'elle m'assiste et je la remercie pour ce webinaire. Et ensuite, je vous laisserai vous présenter l'équipe de chercheurs. Oui, bah, rapidement, Estelle Berthola, Vivacité Île-de-France, donc chef de projet à Vivacité et je travaille notamment sur la dynamique Mobiscol. Donc pour tous les membres de Mobiscol, vous avez sûrement reçu des mails de moi déjà. Merci Estelle. On prend dans l'ordre que vous voulez, Sonia. Vous voulez peut-être démarrer? Oui, alors donc je suis Sonia Chardonnel, je suis géographe, directrice de recherche de CNRS au laboratoire Pacte de Grenoble. Merci. Et bonjour, moi Nathalie Audas, je suis enseignante-chercheur, géographe urbaniste et rattachée au laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité à Grenoble. Ok. Merci Nathalie. Peut-être Pierre, vous voulez prendre la Oui, suite? bonjour, donc je m'appelle Pierre Diès, je suis chargé de recherche en psychologie sociale et environnementale au laboratoire MODIS à l'université Gustave Eiffel. Parfait, merci beaucoup. On enchaîne du coup avec Colin. Bonjour, je suis Colin Carmenton, donc je suis ingénieur de recherche au CNRS en analyse spatiale au laboratoire Espace et Société à Rennes. Très bien, merci beaucoup. Donc c'est toute une équipe aujourd'hui qui du coup nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation pour ce webinaire. Donc ça sera le dernier de notre cycle. On verra peut-être qu'on relancera d'autres webinaires avec d'autres chercheurs. Pour la petite histoire, en fait, les chercheurs ont tout de suite fait partie de notre dynamique Mobiscol dès la création, puisqu'un certain nombre d'acteurs du monde de la recherche s'étaient positionnés sur les thématiques que nous on traite à Mobiscol, qui est l'écomobilité scolaire, la mobilité des jeunes. Et je vais d'ailleurs vous donner quelques informations pour vous présenter Mobiscol, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui ne connaissent pas notre dynamique. Donc Mobiscol, en fait, qui est né en 2018, pardon, est une dynamique, un collectif d'acteurs qui se réunissent autour de la promotion de l'écomobilité scolaire. Donc l'écomobilité scolaire, en fait, c'est des mesures, des actions, des dispositifs qui visent à favoriser les démarches alternatives à la voiture individuelle ou au déplacement motorisé, sur les trajets domicile-établissement scolaire et plus largement. L'idée, c'est qu'on travaille aussi sur toute la chaîne de déplacement de l'enfant. Donc, on a créé ces dynamiques pour vraiment mettre en exergue un certain nombre de ressources, d'outils, de publications. L'idée, c'est qu'on puisse aussi vous apporter des conseils, de mettre en réseau les acteurs, puisque vous êtes un certain nombre d'acteurs dans les territoires qui agissent activement sur ces démarches. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de rendre lisible toutes les actions qui sont menées au niveau du territoire national. Donc on a une cartographie justement qui nous permet de référencer les actions que vous menez. Si vous menez des actions, je vous invite à vous y référencer. Ça nous permet justement d'alimenter cette veille. Et puis on anime un programme d'action, des rencontres, une rencontre nationale une fois par an, des formations, des webinaires, des groupes de travail sur un certain nombre de sujets. On n'a pas encore communiqué sur notre programme 2025, mais ça ne serait venir. Et surtout, on lance un nouveau cycle de réunions d'information parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander à rejoindre Mobiscol.
et pour vous permettre de vous donner toutes les informations sur notre dispositif et pourquoi vous pourriez le rejoindre, on vous propose une réunion d'information le 12 à 13 qui aura lieu donc le 27 janvier de 12 heures à 13 heures. Pour ceux que ça intéresse de venir nous rejoindre ou d'avoir plus d'informations pour nous rejoindre. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre notre webinaire donc sur ce troisième webinaire sur la parole aux chercheuses et aux chercheuses. Je remercie en tout cas vivement l'équipe de MobiKids. Vous dire qu'en fait, ce programme, il a été coordonné par Sandrine Depeau, du coup, qui nous a quittés, malheureusement, brutalement. Elle était avec nous, du coup, à notre quatrième rencontre nationale à Lyon, pour participer à notre rencontre. Et elle était surtout là dès l'émergence de Mobiscol. Donc, c'est aussi important pour nous de faire ce webinaire pour aussi lui rendre hommage et tout le travail qu'elle a pu mener sur nos champs. Du coup, je vous laisse la parole, Sonia, pour introduire. Et puis, bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marianne, pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, mes collègues et moi-même sommes très heureux de pouvoir vous présenter les résultats de cette recherche MobiKids qui porte sur la mobilité quotidienne des enfants et leurs pratiques de la ville. Donc, cette recherche était coordonnée par notre collègue Sandrine Depeau, qui a réuni un collectif d'une vingtaine de chercheurs issus de disciplines variées, dont la composition avait pour double ambition à la fois de développer une méthode mixte originale de collecte et d'analyse de la mobilité, mais aussi de produire des connaissances pour améliorer notre compréhension des pratiques enfantines dans la ville au sens large. Donc, notre présentation se déroulera en 4 temps. Je vais commencer par énoncer les objectifs de la recherche et puis je décrirai le protocole de l'enquête. Ensuite, Pierre précisera le cadre théorique qui nous permet de définir la notion d'autonomie avant de poursuivre sur une première série de résultats quant à l'évolution des pratiques de mobilité des enfants entre le primaire et le collège. On fera une pause pour répondre à vos premières questions sur cette partie. Puis, Colin reprendra en présentant les analyses qui portent sur les différents types de lieux pratiqués par les enfants en lien avec les activités qu'ils y font et les personnes qu'ils y fréquentent. Et enfin, Nathalie vous expliquera comment nous avons appréhendé la dimension sensible des expériences de mobilité des enfants. Et elle conclura en montrant comment l'apprentissage de la mobilité des enfants est un processus et qui s'inscrit plus largement dans ce que nous proposons d'appeler des cultures éducatives urbaines. Alors, avec sa thèse, j'ai fait un gribouillis, je suis désolée. Avec sa thèse intitulée L'enfant en ville, autonomie de déplacement et accessibilité environnementale, Sandrine était l'une des premières qui a contribué au début des années 2000 en France à attirer l'attention sur le besoin de s'intéresser aux mobilités enfantines. Plusieurs études empiriques avaient déjà, dès les années 80-90, montré que les enfants d'Amérique du Nord et d'Europe du Nord avaient considérablement perdu en 30-40 ans en indépendance dans leurs déplacements quotidiens, et ce qui allait de pair finalement avec la progression de la mobilité automobile individuelle des adultes et l'élargissement des espaces de vie quotidiens. Ça a même amené certains auteurs à parler de backseat generation pour évoquer les enfants que les parents accompagnent constamment à l'arrière de leur auto. Donc, face à ces constats, les chercheurs alertaient sur les enjeux que recouvre le besoin d'apprendre à se déplacer de manière autonome pour les enfants avec des modes actifs et en lien avec des processus de développement cognitif et sociaux de l'individu, mais aussi en lien avec des enjeux de bien-être, notamment physique et mental. Mais au-delà de la catégorie des enfants, travailler sur les déplacements et les rapports à la ville des familles, ça contribue aussi à comprendre plus généralement quels sont les leviers et les freins à l'évolution des pratiques dans des contextes de recherche sur les transitions environnementales.
Enfin, notre recherche MobiKids, elle s'inscrit aussi dans un contexte où l'essor des données numériques et des objets connectés ont pu transformer nos façons de faire de la recherche et notamment notre façon d'observer la mobilité en renouvelant nos méthodes d'acquisition des données. Les objectifs, donc l'objectif général poursuivi par la recherche MobiKids, c'était de s'intéresser à l'autonomie des enfants dans leur pratique de la ville en s'appuyant sur une étude empirique menée dans 2 contextes urbains différents et en suivant les mêmes enfants entre le primaire et le collège. Le postulat de départ, c'est que l'autonomie est composée de plusieurs dimensions qui appelle à ce que d'abord on décrive les pratiques enfantines dans leur régularité au sein de l'organisation du quotidien des familles, donc leur routine, mais aussi en voulant capter des moments plus informels et moins programmés. Ça appelle aussi à s'intéresser aux expériences de l'enfant, à ses représentations de ses propres pratiques et de l'espace urbain en général. Bref, ces objectifs thématiques, ça a nécessité pour nous de développer une méthodologie originale qui nous permette d'aborder toutes les dimensions que je viens de citer grâce à des méthodes basées sur des capteurs et des outils numériques qui facilitent l'observation sur des périodes longues et en contexte écologique, in situ, mais aussi en s'appuyant sur des mises en situation de l'enfant pour l'observer en train de faire, en train de se déplacer et aussi en train d'expérimenter. Bon, ces objectifs scientifiques s'appuient sur des cadres théoriques que je ne vais pas développer plus avant ici, mais qui sont issus de nos différents champs disciplinaires et sur lesquels on pourra revenir un petit peu plus tard dans la présentation ou dans les questions. Alors, l'enquête MobiKids, elle a été menée entre 2018 et 2019 dans l'agglomération de Rennes, dans la ville-centre et dans une commune périurbaine qui s'appelle Orgères. 90 familles ont été recrutées par le biais de 5 écoles primaires, 2 à Orgères et 3 à Rennes. Et 60 familles sur ces 90 familles ont bien voulu à nouveau être enquêtées l'année suivante, alors que leurs enfants étaient au collège. On a choisi ces sites pour contraster déjà les contextes urbains entre la ville-centre et sa périphérie urbaine. Vous voyez, Orgères, c'est une commune périurbaine qui est à 20 km au sud de Rennes, dont la population augmente ces dernières années et qui est constituée d'une variété de quartiers entre le bourg historique, où se situent les écoles, les lotissements de première génération des années 60-70, et puis des constructions neuves conçues pour l'accueil de nouvelles familles. Et vous voyez qu'on a 22% de la population d'Orgères qui a moins de 14 ans. Dans Rennes, on a choisi des écoles qui permettaient de toucher des enfants vivant dans des quartiers certes centraux, mais de morphologie un peu différente, entre des quartiers anciens assez proches du boulevard de la Liberté et de la place de la République, si certains d'entre vous connaissent, et puis le quartier Colombier, qui lui est caractérisé par un urbanisme de dalle. Le protocole, lui, il a été conçu de manière intégrée selon un principe général qui est le suivant. D'abord, un suivi GPS pour observer les pratiques quotidiennes de mobilité de la famille sur une période de 5 jours consécutifs. Donc, un parent et un enfant portaient un traceur GPS. Ensuite, une enquête en face à face avec l'enfant et le parent qui a porté le GPS, qui permettait d'interroger les attitudes éducatives des parents, les habitudes des enfants et leur capacité à faire face à des situations imprévues. Et enfin, pour l'enfant, un parcours commenté pour capter son vécu, son expérience dans sa mobilité quotidienne. Cette chaîne de collecte, elle a été réalisée de la même manière, une fois en primaire et une seconde fois au collège. Vous voyez à gauche le déroulé chronologique de toutes les étapes de l'enquête, donc avec un premier rendez-vous à l'école où on remettait les GPS et les consignes pour le port sur 5 jours, puis le port pendant 5 jours donc par un parent et un enfant. Ensuite, on récupérait le traceur GPS et on pré-traitait les traces, donc on les transformait en cartographie avec des lieux et les itinéraires des déplacements sub pour chaque jour observé. Et on revenait à un second rendez-vous, là au domicile des familles, pour enrichir
d'abord les traces pour les enrichir par les modes de déplacement, les modes d'accompagnement et les types d'activités qui étaient réalisées dans les lieux qui étaient détectés. Et puis ensuite, on faisait donc un entretien avec parents et enfants qui portait sur les manières dont les déplacements étaient gérés en général dans la famille, quelles consignes étaient données aux enfants, etc. Et enfin, une dernière étape qui portait donc pour les enfants qui étaient volontaires euh, sur ce parcours commenté avec un dernier rendez-vous à l'école où l'enfant réalisait seul avec l'enquêteur accompagnateur un parcours jusqu'à son domicile et qu'il commentait à la manière d'un petit reporter équipé d'un appareil photo et d'un enregistreur pour capter des images, son discours et les sons ambiants. Lors de la session au collège, ce parcours, il était transformé en un parcours expérimental où l'enfant, lui, pouvait essayer un nouveau mode de transport qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser. Et là, la majorité ont testé le vélo et certains d'entre eux la trottinette à Rennes notamment. Alors, je vous le disais en introduction, l'une des ambitions de cette recherche, elle était aussi méthodologique, puisqu'on avait donc conçu ce protocole en utilisant différentes techniques et des méthodes quantitatives et qualitatives, tout cela pour porter notre attention sur l'ensemble des dimensions qui entrent en jeu dans la mobilité et dans le processus d'autonomie. Pour faire tenir ensemble toutes ces techniques d'enquête qu'on a mobilisées, on utilise la notion de trace comme un fil directeur qui nous permet de composer progressivement un corpus de traces, cette fois-ci au pluriel, qui d'abord qualifie la géographie des déplacements et des lieux visités, le où, qui enrichit ensuite ces localisations par le pourquoi et le comment, quelles activités je fais, avec qui je me déplace, selon quel mode, et enfin qui épaissit un peu notre appréhension de la mobilité enfantine pour comprendre le rapport au lieu des enfants. Et là, c'est le qu'en dis-tu, qu'en penses-tu? On a mis l'enfant au centre de notre enquête tout en considérant son système social, sa famille, son école et puis son système spatial dans lequel il vit. Et concrètement, on a pensé chaque étape en fonction des enfants, d'abord en faisant concevoir un capteur ad hoc et en valorisant auprès de l'enfant cet aspect innovant de cette technique d'enquête. Ensuite, l'enfant était fortement impliqué lors de l'enquête en face à face pour enrichir ces traces GPS qui étaient visualisées sur la tablette. L'enfant, lui, pouvait manipuler la carte, zoomer, dézoomer, se repérer avant que l'enquêteur reprenne la main et complète les traces avec les informations que lui donnait l'enfant sur ses modes de transport, d'accompagnement et ses activités. Et enfin, lors du parcours commenté, l'enfant était reconnu comme une personne active dont on valorise sa perception dans l'action et le sens qu'il donne à son environnement. Voilà, donc on en vient au résultat et je vais pouvoir passer la parole à Pierre. Alors, nous allons maintenant aborder les principaux résultats qui sont issus de ce projet. Alors, tout d'abord, il est important de rappeler que l'objectif de ce projet était de questionner le développement d'une autonomie dans les déplacements des enfants. Pour cela, nous nous sommes tout d'abord concentrés sur la définition de l'autonomie, souvent considérée comme l'indépendance dans les déplacements, c'est-à-dire la capacité à faire seul un trajet. Nous nous sommes attachés à la considérer comme une notion multidimensionnelle qui repose aussi sur des processus psychologiques, avec une capacité chez l'enfant à faire face à de l'imprévu dans ses déplacements et à une capacité de dépasser les limites prescrites, c'est-à-dire à s'approprier son déplacement en quelque sorte en suivant ses propres règles. En l'état, le projet MobiKids met en avant 5 points de résultats qui permettent de comprendre l'autonomie. Premièrement, il s'agit effectivement d'un processus multidimensionnel qui se construit progressivement, notamment dans des phases de transition normative chez l'enfant, comme le passage de la primaire au collège. Et ceci en fonction de l'insertion socio-spatiale des enfants, c'est-à-dire de leur cadre de vie en termes d'insertion territoriale et d'éducation parentale. Ensuite, il existe une évolution des déplacements entre la primaire et le collège qui s'observe dans plusieurs dimensions de la mobilité, comme par exemple le mode d'accompagnement, les distances parcourues, la temporalité des trajets, la répartition des déplacements, etc. De plus, les lieux fréquentés prennent aussi une place importante dans le développement de l'autonomie. Il peut s'agir de lieux qui étaient programmés ou de lieux que l'enfant va fréquenter en plus du simple trajet qu'il avait prévu.
comme par exemple faire un détour pour aller jouer dans un parc public. Quatrième point, on remarque également qu'il existe différents registres de sensibilité chez les enfants qui s'activent lors de leur déplacement et qui participent à développer des compétences dans le déplacement qui facilitent l'acquisition de l'autonomie. Enfin, le croisement de ces points nous a conduit à développer la notion de culture éducative urbaine, c'est-à-dire d'un contexte assez holistique qui viendrait expliquer l'acquisition d'une autonomie plus ou moins importante. Pour être plus précis, la compréhension de l'autonomie dans ce projet repose sur le modèle écologique du développement de Bronfenbrenner. Il s'agit donc du jusqu'au macrosystème. Le projet MobiKit s'organise de la même manière, puisqu'il propose d'appréhender toutes ces échelles, comme vous pouvez le voir sur votre droite. Tout d'abord, nous nous sommes intéressés à l'échelle micro, avec la description des pratiques de mobilité. Puis, nous avons cherché à expliquer cette échelle micro en s'intéressant à l'échelle méso, c'est-à-dire au cadre familial des enfants. Puis, de considérer ces deux échelles comme dépendantes d'une échelle exo, c'est-à-dire de l'organisation spatiale et politique de la ville. Et enfin, nous proposons une compréhension globale à une échelle macro, avec la définition de culture éducative urbaine qui viendrait expliquer l'ensemble de ces imbrications. Plus concrètement, nous nous sommes tout d'abord intéressés à observer l'évolution de l'indépendance des enfants, c'est-à-dire de leur capacité à se déplacer seuls entre la primaire et le collège. Pour cela, nous avons observé plusieurs variables. Alors ici, je vais vous en présenter deux, celles qui nous semblent les plus parlantes, les modes d'accompagnement et les distances. Tout d'abord, l'évolution du mode d'accompagnement. Sur ces graphiques, vous avez la fréquence moyenne du mode d'accompagnement des enfants entre la primaire et le collège, pour la commune d'Orgères en vert et pour la commune de Rennes en bleu. Il ressort une différence d'évolution significative selon ces contextes, qui sont soit urbains, soit périurbains. En effet, au collège, l'accompagnement parental diminue plus sensiblement à Rennes qu'à Orgères, au profit d'une indépendance plus grande des enfants. Ensuite, lorsqu'on observe l'évolution des distances parcourues en mode actif, on remarque des différences significatives entre les filles et les garçons. C'est pourquoi vous avez ici deux graphiques, à gauche pour les filles et à droite pour les garçons, qui montrent cette évolution selon les villes. Lorsqu'on se concentre sur le graphique des filles, on voit une différence nette selon la commune, puisque les filles à Rennes parcourent plus de distance en mode actif qu'à Orgères. Mais surtout, que les distances à Rennes n'évoluent pas lorsqu'elles vont au collège. Lorsqu'on compare aux garçons, on voit des distances assez semblables en primaire pour les deux communes, mais par contre une augmentation très forte des distances parcourues en mode actif à Rennes lorsqu'ils sont au collège, contrairement aux filles. Pour aller plus loin, on observe maintenant la répartition des déplacements des enfants et des parents. La frise que vous voyez rend compte des rythmes des déplacements au cours des journées. On visualise les pics du matin et du soir qui permettent d'aller sur ou de repartir des activités structurantes telles que le travail ou l'école. On remarque que le nombre de déplacements des adultes sont plus soutenus que ceux des enfants, y compris pendant la plage qui couvre les pauses méridiennes. En effet, la semaine, les enfants passent en moyenne près de 2 fois moins de temps dans les déplacements que leurs parents. 44 minutes en moyenne contre 82 minutes pour les parents. En week-end, par contre, les activités étant plus souvent réalisées en famille, cet écart diminue avec un temps moyen de déplacement de 49 minutes pour les enfants contre 64 minutes pour les parents. Si les enfants et les parents partent à peu près aux mêmes horaires le matin, on observe un décalage dans les déplacements du soir. On note également la signature particulière des déplacements du mercredi par rapport aux autres jours de la semaine, notamment avec la fin des cours à midi et de nombreuses activités de loisirs l'après-midi. Enfin, on note qu'en week-end, les déplacements sont davantage lissés qu'en semaine. En ce qui concerne la répartition des modes de déplacement, on remarque qu'en semaine, les enfants se déplacent surtout soit à pied, soit en alliant voiture et marche à pied. Près de 15% des journées des enfants sont sur le mode tout voiture. Ce mode du tout voiture est aussi celui le plus fréquent pour les parents. À noter que les journées avec des transports en commun sont plutôt réservées aux enfants qui vont au collège. Le week-end, de par les pratiques d'activité familiale, les enfants utilisent davantage la voiture, notamment pour accompagner les parents dans des achats ou pratiquer des activités de loisirs ensemble, ou encore se rendre chez de la famille, des amis, etc. Après avoir cerné l'indépendance des enfants dans leur mobilité,
nous nous sommes intéressés à un processus psychologique. Comment les enfants font face à l'imprévu dans leur déplacement? Pour cela, on leur avait posé la question suivante. Tu dois rentrer d'un lieu d'activité et faire seul le trajet pour lequel tu as l'habitude d'être accompagné. Comment réagis-tu? Il s'agissait donc de réponses verbales qui ont été ensuite codées et qui ont fait l'objet d'analyses factorielles et de classifications en sens hiérarchique que vous pouvez observer ici. Donc à gauche, l'analyse pour les enfants en primaire et à droite, lorsqu'ils sont au collège. Alors, je vous épargne les aspects techniques de ces analyses pour des questions de temps, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'on a pu faire émerger trois profils d'enfants en primaire. Les volontaires, qui se sentent capables de faire face à un imprévu sans aucune hésitation. Les précautionneux, qui pensent être capables selon les circonstances. Est-ce que c'est loin? Est-ce qu'ils peuvent être accompagnés par d'autres personnes, etc. Et les anxieux, qui ne se sentent pas du tout capables. On a également trois profils d'enfants au collège. Les volontaires qui se reposent sur leur expérience. Je l'ai déjà fait, donc je peux le refaire. Les volontaires qui se reposent sur le mode de transport, par exemple avec l'utilisation d'un bus qui pourrait leur permettre de le faire, mais ils ne se sentent pas capables de le faire à pied. Et on a toujours les anxieux qui ne se sentent pas du tout capables de le faire. Enfin, en croisant les profils d'enfants que je viens de décrire avec l'ensemble des facteurs d'indépendance, nous avons commencé à faire émerger des profils d'autonomie. Ici, le schéma vous montre les différents profils d'autonomie en primaire sur la gauche et les différents profils d'autonomie au collège sur la droite, ainsi que leur évolution, c'est-à-dire quels enfants ont changé de profil durant cette transition. Ce qui est important de retenir, c'est que les enfants qu'on a appelés kangourous en primaire, c'est-à-dire les enfants qui se déplacent beaucoup mais avec leurs parents, ont tendance à rester des enfants kangourous au collège, sauf pour un tiers d'entre eux qui sont en voie d'autonomie au collège, c'est-à-dire qui sont capables d'aller explorer des lieux inconnus seuls. Ensuite, les enfants qui sont indépendants mais peu autonomes en primaire, c'est-à-dire qui évitent l'inconnu quand ils sont seuls, ont tendance à être soit en voie d'autonomie au collège, soit autonomes raisonnables au collège, c'est-à-dire accompagnés par leurs amis dans leurs déplacements. Il s'agit donc des premiers profils qu'on a pu identifier, sachant que ce travail est toujours en cours. Et sur ce, nous allons faire une pause dédiée aux questions avant de redonner la parole à mes collègues qui vont vous présenter comment la fréquentation de lieux et la sensibilité des enfants contribuent aussi et encore à développer cette notion d'autonomie. Merci beaucoup Pierre et Sonia. Du coup, ben, on vous laisse la parole ou si vous préférez utiliser le chat pour vos questions, c'est le moment de faire une petite pause pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc Estelle, est-ce que tu as noté des choses? Et moi j'ai quelques questions aussi, si jamais on a le temps de Oui, les alors poser. j'ai noté déjà, juste pour dire, il y avait quelques questions sur le replay, donc il vous Oui. sera bien envoyé par mail ainsi que le diaporama, et puis de toute façon, tout sera disponible sur le site internet de Mobiscol, ainsi que les autres replays des webinaires La parole aux chercheurs. Marianne a envoyé le lien d'ailleurs dans le chat. Ensuite, comme question, donc la première question, c'est pardon, j'ai perdu j'ai perdu la question. Comment définissez-vous l'enfant en termes de tranche d'âge? Alors, on a interrogé des enfants entre le CM2 et la sixième. Donc des enfants scolarisés en CM2 et en sixième. Il se trouve que comme on a, pour le recrutement, on est entré par les écoles, en élaborant des partenariats avec les enseignants. Certaines écoles avaient des classes de CM1, CM2, donc il n'était pas question qu'on prive les élèves de CM1 qui avaient envie de participer à l'enquête dont l'enseignant faisait la promotion de participer à notre enquête. Donc on a quelques enfants en CM1 qu'on a resuivis en CM2 et même qu'on a suivis aussi en sixième. Voilà. D'accord. Sachant que ce qui était important dans cet échantillonnage, c'était vraiment cette transition justement entre le CM2 et la sixième. Et pour rappel, c'est les mêmes enfants qu'on suit, qu'on interroge au Mm. CM2 et en sixième. Oui, c'était dans la continuité. Ok. Très bien. Je te Euh, laisse continuer.
Oui, est-ce que la distance domicile, école ou collège est un facteur? Alors, un facteur peut-être Oui, un facteur de... deux. Vous pouvez préciser votre question, Hélène? Ou est-ce que peut-être vous la comprenez? Bah, je pense comprendre. On observe des différences nettes dans l'accompagnement des enfants et dans leur développement d'autonomie, c'est-à-dire dans leur façon de se déplacer seul ou pas entre Orgères et Rennes. Et effectivement, il se trouve à Orgères, les distances domicile-école sont facilement un peu plus grandes. Et du coup, ça peut participer à expliquer la chose. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'il s'agit avant tout d'un cadre socio-spatial, c'est-à-dire une insertion dans un territoire qui fait que l'autonomie se développe plus ou moins. Et, elle peut pas se résumer juste à la distance, mais c'est la distance plus le fait d'être dans le périurbain avec tout ce que ça implique, avec comment les parents vont se comporter, comment ils vont se déplacer, les modes de transport utilisés, Mm. etc. Et Très bien. Oui, Sonia, allez-y. juste aussi pour préciser, en fait, il y a effectivement la distance domicile-école qui compte dans la façon dont on choisit son mode de transport, mais il y a aussi la distance aux autres activités et qui peut être encore plus grande par rapport à des activités de loisirs, de sport, de musique, dont on a vu que les enfants étaient assez preneurs, enfin, et en tout cas, les familles organisaient beaucoup les emplois du temps autour de ça. Donc, voilà, il y a aussi ces distances-là qui sont à prendre en compte. Eh bien, il y a tout un champ lexical là, de questions sur l'enfant kangourou. Peut-être le terme a interpellé. Du coup, pour résumer, des enfants indépendants en primaire peuvent être enfants kangourous au collège. Comment des enfants peuvent être... Bon, après, c'est au comment. Peut-être que vous n'avez pas la réponse du comment, mais est-ce que vous avez pu observer des choses là-dessus? Ou peut-être n'ai-je pas bien compris le visuel. Donc, toujours sur l'enfant kangourou, est-ce qu'il est enfant kangourou en fonction du parent kangourou, du mode voiture ou vélo cargo éventuellement, et de la distance de l'établissement? Donc là, ça rejoint un peu la question des facteurs, j'imagine. Voilà, donc voilà. Distance élevée égale voiture égale kangourou, point d'interrogation. Ouais, alors Voilà, c'est toujours un peu pour ça, résumer. effectivement. Mais une fois de plus, ça ne peut pas se limiter que à la distance et on le Mm. verra après quand on viendra sur la suite de la présentation, quand on parlera des cultures éducatives urbaines. Mais l'idée, oui, de l'enfant kangourou, c'est bien ça. C'est l'enfant qui se déplace beaucoup, mais qui est toujours accompagné par ses parents. Et du coup, principalement en voiture, mais pas que. Ça peut aussi être de la marche à pied, hein. Là, on n'est pas en train de dire que c'est le mode qui va jouer, c'est plutôt le fait d'être accompagné ou pas. Et donc, ces enfants kangourous, comme on les a appelés, ont tendance, dans la transition vers le collège, à rester des enfants kangourous, c'est-à-dire continuer d'être accompagnés par leurs parents. Et essentiellement en voiture, certes, parce que c'est aussi des enfants qui sont peut-être plus présents à Orgères-Carène, de ce qu'on a pu observer. Mais, mais voilà. Et alors la question, alors si on peut revenir sur la diapo, justement sur cette notion, comment des enfants indépendants en primaire peuvent être enfants kangourous au collège, ou alors effectivement ça a mal été interprété dans le graphique, si on peut revenir là-dessus. Est-ce que des enfants indépendants en primaire deviennent enfants kangourous au collège? C'était la question, si ça a mal été interprété, mais je suis pas sûre que ce soit Alors, des enfants dépendants en indépendants, primaire. c'est-à-dire ils sont indépendants Ah, et finalement ils le indépendants. sont plus arrivés au collège, ce qui peut être un peu Indépendants. surprenant Eh effectivement. ben oui, vous voyez, il y en a quand même une petite partie. Euh, D'accord. ouais. Il y en a une Et petite partie qui deviennent enfants kangourous au collège. Et là, pour le coup, ça s'explique beaucoup par la distance. Là, c'est la distance qui change entre le fait de se déplacer sur une école de maternelle, ouais, de primaire, hmm. euh, euh, qui peut être beaucoup plus proche du foyer. Quand on passe au collège, on est obligé de parcourir une distance beaucoup plus grande, souvent. Et du coup, là, ça explique.
D'accord, donc l'acquisition d'une indépendance dans l'autonomie des déplacements de l'enfant garantit pas que ça soit systématiquement le cas au collège dans votre. Enfin, il y a un constat que c'est pas forcément systématique finalement. C'est ça. Et c'est ce que dit la personne dans le chat d'ailleurs. Voilà. C'est pas forcément Mm, mm. systématique. Par contre, c'est pas non plus le résultat le plus important, le plus probant. Ok. Voilà. Euh, oui, vous voulez Sonia, vous voulez compléter? Juste rappeler que dans les choix de scolarisation au niveau du collège, les parents peuvent faire enfin les familles peuvent faire le choix de ne pas aller vers le collège de secteur lié au lieu de résidence et donc s'éloigner Mm, encore euh, Mm. du domicile. tout Euh, à fait. on Moi avait j'avais une. huit Oui, collèges, pardon. on avait 8 collèges, hein, on avait 5 écoles primaires et derrière ça a concerné 8 collèges. Donc, Et je rebondis, hein, parce que c'est une remarque importante, c'est-à-dire que une fois de plus, c'est pas que la distance en soi, c'est aussi un choix enfin, ça participe aussi de choix des parents, c'est-à-dire la culture des parents. Est-ce que ils vont développer des stratégies pour aller dans d'autres collèges qui ont peut-être une meilleure réputation, etc. Et du coup, là, on commence à rentrer vraiment dans des conditions socio-spatiales qui viennent expliquer l'acquisition, le développement d'une autonomie plus ou moins importante. Et moi je voulais revenir sur la question du genre, sur la diapo qui marque les différences de pratiques entre les filles et les garçons. Mm. Vous avez noté une différence en fait plus importante selon les filles et les garçons. Est-ce que vous avez des éléments peut-être un peu plus développés, ce que vous avez pu constater? Est-ce que vous avez quelques analyses qui expliqueraient ça? Ouais, en fait, c'est des distances parcourues en mode actif, c'est important. Hmm, Pas juste la distance, hein, c'est les distances en mode actif. mode actif, oui. Euh, Hmm. donc, ce qui est étonnant, mais pas tant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte déjà que les enfants utilisent plus le mode actif à Rennes qu'à Angers. Bon, ça peut être effectivement dû encore une fois de plus aux distances ou à la façon de se déplacer déjà des parents, en mode que utilisent les parents pour se déplacer. Et cette différence entre filles et garçons, elle est intéressante dans le sens où quand les enfants passent au collège, les garçons vont considérablement augmenter en fait les distances à parcourir en mode actif. Alors que les filles, elles, vont avoir tendance à à garder quasiment les mêmes. Et ça s'explique aussi par, on reviendra dessus avec les cultures éducatives urbaines, mais avec l'encadrement des parents. Et l'hypothèse qu'on fait derrière, c'est que il y a effectivement une socialisation à la mobilité qui serait genrée. Et du coup, les parents seraient peut-être un peu plus encadrants, protecteurs, on va dire, avec les filles qu'avec les garçons. Et du coup, ils auraient plus de difficultés à leur dire, bah voilà, tu vas prendre ton vélo et tu vas aller toute seule au collège. Ils auront plus tendance à continuer à l'accompagner ou à lui proposer d'autres modes de transport comme peut-être plus rassurants comme les transports en commun, etc. Très bien. Alors, il y a un peu des questions de fond qui sont plus des questions de l'ordre du débat, on va dire. La dernière, je pense que je la pose, mais peut-être que la dernière partie de votre présentation sur la question de la culture, justement, éducative urbaine, permettra d'y répondre. Est-ce que la pression de l'opinion publique n'influencerait pas également la façon dont les parents autorisent leurs enfants à se déplacer? Ils seraient jugés irresponsables s'ils laissaient leur enfant se déplacer seul, jeune. Voilà, donc ça c'est peut-être une question de fond. Je sais pas si vous voulez réagir à cette remarque ou si on Ouais, prend ouais, la suite. ouais, Oui, complètement. allez-y. Bah, oui, oui, en soi, il y a forcément une pression sociale, normative derrière. Mais une fois de plus, ce qui est important, et ce qu'on a essayé de faire, c'est de voir comment les conditions socio-spatiales vécues par les parents, c'est-à-dire de quel milieu ils sont, dans quel cadre territorial ils évoluent, va venir modérer cette influence d'une pression normative. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas réagir de la même manière à une même pression. Et du coup, il y a des parents pour qui ça sera valorisant de dire, de montrer qu'ils laissent leurs enfants faire, et pour d'autres, au contraire, pour qui ça sera source d'angoisse et qui auront peur d'être jugés, etc. Donc, mais ça se vit pas de manière uniforme par toute la population. Tout à fait. Vous avez parlé d'angoisse, du coup ça me fait rebondir sur les profils anxieux des enfants qui s'autorisaient ou non
à tester d'autres pratiques. Est-ce qu'on pourrait revenir sur le graphique où on a différentes catégories d'enfants en fonction de ce qu'ils testent ou non, voilà. Est-ce que, alors c'est moi qui arrive pas bien à lire votre graphique peut-être. Est-ce Mhm. qu'on a un écart significatif justement entre les enfants anxieux, c'est-à-dire bon, qui ont généré un certain nombre de freins liés à, j'imagine, plein de paramètres. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a c'est quoi la proportion en fait de ce profil d'enfants anxieux par rapport aux autres? Alors, c'est des profils qui sont très équilibrés. Ah, D'accord, ouais. Dans les deux cas, que ça soit en primaire ou au collège. c'est On d'accord, c'est a, équivalent. ouais, c'est équivalent. On était sur à peu près 10 enfants, donc je pense qu'on a à peu près 30 enfants dans chaque profil. Donc ça, ça s'équilibre à peu près de la même façon. Et Il du n'y a coup, il n'y pas a pas d'écart au plus. collège. Oui, alors arrivé au collège, ça a pas, il n'y a pas une distinction. Non, pas forcément, ouais, c'est ça. Il y a pas plus d'anxieux en collège qu'en primaire et il n'y a pas plus d'anxieux que de volontaires. Ok, très bien. Très bien. Si, il y a une, je m'interroge sur la courbe des distances mode actif de filles à Rennes. N combien? Ne s'agit-il pas d'un artefact, à savoir peu de filles ont répondu au collège et qui habitent pas loin du collège? Attendez, je vais relire la question. N'hésitez pas à la relire avec moi. Je m'interroge sur la courbe des distances mode actif des filles à Rennes. Ne s'agit-il pas d'un artefact, à savoir peu de filles ont répondu au collège et qui habitent pas loin du collège? Peu de filles qui. Est-ce que peut-être la personne qui a écrit cette question, vous voulez ouvrir votre micro pour... Ouais, bah, vous m'entendez? Oui, allez-y, ce Euh, sera plus simple. oui, bah, ma question, en fait, on voit que toutes les courbes augmentent et c'est normal parce qu'il y a moins de collèges que d'écoles primaires, donc logiquement, en moyenne, on habite plus loin du collège que de l'école primaire. Et là, ça augmente pas. Donc, est-ce que c'est pas juste qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ont répondu au collège et que les peu de filles qui ont répondu et qui se déplacent en mode actif, bah, c'est un hasard, mais elles habitent pas loin du collège. Ok. Ok. Ouais, alors non, alors, j'ai plus du tout le chiffre exact de répondants, de la proportion entre filles et garçons au collège. Mais de souvenir, c'était pas déséquilibré. Pas plus que ça. Ok, Donc ça viendrait pas de là. d'accord. Merci. De rien. Merci pour cette dernière question. C'est bien, vous êtes attentif. Au graphique, on va pouvoir continuer de présenter vos résultats du coup, et on prendra en dernière partie encore d'autres questions, pas de souci. Je vous laisse la parole du coup. Si. Euh, je vais continuer. Alors, je vais bien. Voilà. Je vais vous présenter un travail réalisé avec donc Sonia Chardonnel, Estelle Ployon et Sandrine Depeau sur l'analyse des lieux dans le programme, les lieux fréquentés et les lieux vécus. Et dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux lieux que nous avons pu détecter grâce aux traces GPS, les lieux fréquentés. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, là, la carte ci-contre détaille l'ensemble des lieux qui ont été fréquentés par les enfants de Moby Kids. Et nous avons pu les rassembler à cette échelle pour montrer des patrons de fréquentation. Et en violet, vous avez, avec un symbole proportionnel, les lieux qui sont fréquentés par les enfants rennais et rennaises, avec au milieu de la carte l'agglomération de Rennes, dans l'encart F7. Le petit carré au milieu, c'est le centre-ville de Rennes, sur lequel on reviendra plus tard. Et en jaune, donc, on a les lieux qui sont fréquentés par les enfants du périurbain à Orgères, avec pareil un encart en petit carré en bas F8 qui montre le centre-bourg d'Orgères. En fait, là, sur cette carte, les lieux qui sont fréquentés au sein de F7 et au sein de F8 ne sont pas représentés. Et donc, avec cette carte, en fait, on a pu constater déjà que les enfants qui habitent, qui sont suivis à Rennes, restaient globalement proches de l'agglomération rennaise. Là où les enfants d'Orgères ont davantage de lieux fréquentés à l'échelle de la métropole de Rennes, avec de nombreuses fréquentations aussi dans Rennes, mais aussi dans les communes
voisine d'Orgères. Il y a beaucoup d'enfants qui allaient à des activités et puis qui avaient aussi, comme on l'a dit tout à l'heure dans les réponses aux questions, qui avaient leur collège, par exemple, dans des communes voisines à celle d'Orgères. Donc, il y avait comment dire, un comportement géographique un peu plus étendu que les enfants de Rennes. Et donc là, je vais passer à la diapo suivante pour montrer que ces lieux captés grâce aux traces GPS, nous les avons utilisés, ces lieux fréquentés pour chaque individu, pour les rassembler selon des caractéristiques géographiques, temporelles et sociales, en nous inspirant de deux cadres conceptuels. Le cadre conceptuel des behavior sitting qui est issu de la psychologie environnementale d'une part, et puis le cadre conceptuel de la time géographie et des pockets of local order issus d'un champ disciplinaire qui est la géographie régionale d'autre part. Et en fait, pour rassembler ces deux cadres conceptuels, on a utilisé un terme, les lieux, moments, activités, et nous avons proposé une typologie de ces lieux fréquentés. Et donc là, on a deux cartes qui montrent cette typologie de lieux, moments, activités, de ces lieux fréquentés. À Orgères, à gauche, donc c'était l'encart F8 dans la diapo précédente, et à Rennes, à droite, c'était l'encart F7. Et donc là, on a différents types de lieux qui se distinguent, avec des lieux qui seraient davantage fréquentés par les enfants, par exemple les lieux B, donc c'est en kaki, euh, et d'autres par les adultes, les D en bleu. Et puis on a aussi des lieux qui sont centraux, enfin des lieux qui sont importants qui sont clés pour les enfants, les lieux C en vert qui vont avoir une forte fréquentation avec plusieurs personnes de la même famille ou même de plusieurs familles différentes et à plusieurs reprises dans le temps de suivi. Et donc en fait, ces lieux, ils vont être importants pour la socialisation et pour l'apprentissage de l'autonomie. Donc ça, ces lieux clés, c'est ce type C. Ça va être les écoles qui sont suivies dans l'enquête, des grands centres commerciaux, euh, le complexe sportif d'Orgères, qui s'avère être un lieu important d'échange, ou encore la très grande médiathèque des Champs Libres dans le centre-ville de Rennes. Enfin, ces lieux, moments, activités détectés par le biais du suivi GPS donc, sont très intéressants et nous apportent des informations de fréquentation, d'habitude, de spatialité pour les individus suivis, mais nous ne pouvions pas obtenir d'informations sur les lieux, moments, activités passées ou ressenties sur des lieux vécus. Donc là, on va passer à la diapositive d'après, où en fait, on va se pencher sur les lieux vécus, qui sont à distinguer des lieux fréquentés, puisqu'on les a obtenus avec une autre méthode, celle des parcours commentés, des traces sensibles, où les enfants endossaient le rôle de petits reporters euh, et sur le chemin du retour de l'école, on leur demandait de prendre des photos, donc ils ou elles prenaient des photos de ce qui les intéressait et on engageait une discussion autour de ces photos et autour des espaces qui étaient pris en photo dans le parcours. Donc Sandrine, Sonia et Estelle ont travaillé à classer ces photos avec le cadre que nous étions donnés autour de ces lieux, ce qui a permis d'obtenir de nouvelles cartes. Donc les cartes que vous pouvez voir ici, c'est les cartes des lieux vécus à Rennes et à Orgères. Et cette méthode a pu faire ressortir des éléments très importants pour notre recherche, puisque ça nous a permis de montrer des lieux qui étaient informels, qui n'étaient pas programmés en fait dans le déplacement des enfants. Euh, donc une informalité qui est vécue au long des trajets, soit par la rencontre d'animaux, soit par l'emplacement d'équipements ou encore de commerces comme les boulangeries, ou soit par des situations de mobilité, donc avec la traversée de trottoirs, enfin les trottoirs, la traversée de passages piétons ou les ronds-points. Et par exemple, pour conclure, un enfant avait déclaré à Orgères qu'il avait l'habitude de s'arrêter chaque soir à un endroit car un chien du voisinage l'attendait pour jouer un court instant. Et donc on a voilà deux formes de lieux
des lieux fréquentés et des lieux vécus qui nous permettent de répondre à certaines questions sur l'apprentissage de l'autonomie et l'apprentissage de la socialisation aussi, à la fois dans des activités qui peuvent être programmées, mais aussi non programmées, comme pour les lieux vécus et ce dernier exemple présenté. Alors, je vais continuer à vous présenter ces expériences vécues des mobilités enfantines, en commençant tout d'abord par les mobilités à pied. Nous nous sommes donc particulièrement intéressés aux formes attentionnelles, c'est-à-dire ce à quoi les enfants prêtent attention dans l'environnement pour capter des informations en vue de réaliser une action. Alors ici, ça va être celle de se déplacer, de s'orienter ou d'interagir avec son environnement. Et donc ces formes attentionnelles, elles sont ici dans le tableau sur la gauche et elles sont mises par ordre d'importance dans le discours des enfants au cours des parcours commentés. Ce qu'il en ressort en termes d'expérience, c'est que les enfants sont surtout à la recherche d'un confort sensoriel, en lien notamment avec les conditions météorologiques, ça peut être aussi les sonorités environnantes, et aussi recherchent un certain plaisir et une forme de relation esthétique à l'environnement qui les entoure. Donc ils peuvent ainsi adapter un cheminement selon l'humeur du moment et la recherche de plaisir qu'ils éprouvent à ce moment-là, choisir un raccourci, avoir envie de s'amuser ou de contempler un paysage. Ils ou elles aussi sont capables d'identifier, de constituer leurs propres repères spatiaux, notamment pour mieux s'orienter. Les commerces ont ainsi été perçus comme des lieux rassurants, qui font vraiment partie d'un quotidien, qui les aident à se repérer et qui leur montrent, qui ont permis aussi de montrer aux chercheurs qu'ils étaient capables parfois d'aller justement aussi faire une course seuls. Ils cherchent aussi des aires, des zones plus ou moins safe, j'ai envie de le dire à l'anglaise, c'est-à-dire sans présence de voiture pour pouvoir pratiquer une activité plus ou moins sereinement, que ce soit du vélo, du roller ou autre. Et enfin, ils lisent leur environnement vraiment comme un espace social où les interactions avec les pairs peuvent avoir lieu. Et on remarque que cette interaction est très recherchée, il y a un besoin de coprésence assez fort. Et parfois, ça peut être aussi un prétexte pour faire un détour, aller chercher un copain ou une copine et faire le trajet ensemble. Donc, on a vu que deux dimensions finalement ressortent très fortement. On a ce rapport à la nature qui a une fonction ressourçante, mais aussi récréative. On a essentiellement observé à Orgères parce que voilà, Orgères a un couvert végétal plus important. Donc, on a les chants d'oiseaux, le végétal, la couleur des fleurs, etc. Ce qui n'empêche que ça peut être présent à Rennes, mais dans une moindre mesure. Et on a aussi une dimension concernant le rapport aux formes architecturales ou à ce qu'on pourrait appeler l'esthétique urbaine, qui joue une fonction de repérage et d'orientation pour ces enfants. Ça peut être se repérer à l'aide d'un réseau de bus, d'un boulevard, d'une école ou autre. Ensuite, merci. Je vais, après, à partir donc de ces manières d'être sensibles qu'on a évoquées tout de suite, les enfants ont une capacité de s'adapter par leur corps, d'ajuster leur conduite et de répondre, de pouvoir faire face à des situations qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Ça nous a permis d'identifier ce qu'on a appelé des compétences enfantines d'autonomie ou d'autonomisation. Alors, je vais vous en présenter certaines dans le montage vidéo qui va suivre. Elles sont de nature très diverse. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, elles peuvent être à la fois cognitives ou représentationnelles, c'est-à-dire liées à la capacité de se représenter un espace. Elles sont aussi gestuelles, corporelles ou motrices et renvoient aux manières de bouger, de s'adapter à un contexte, à une action. Elles sont également interactionnelles, comment je gère la coprésence dans l'espace public, l'interaction avec les autres, les différentes sociabilités. Il y a aussi des compétences normatives concernant les bonnes pratiques à respecter, les normes de sécurité routière, par exemple, ou les normes parentales. Et on a aussi des compétences pratiques sur les capacités à pouvoir anticiper une trajectoire, changer de direction. Notamment, on parle du vélo, donc voilà, comment on réagit à des épreuves. Et enfin, des compétences émotionnelles qui servent bien sûr dans les prises de décision et qui sont importantes dans les interactions sociales rencontrées. Donc, je vais à présent vous laisser regarder cette vidéo. Alors, et vous expliquer rapidement le protocole. Donc, on est sur un groupe d'enfants qui a accepté de poursuivre l'enquête en pratiquant donc ces
parcours commenté à vélo. Nous avons 2 enquêteurs qui encadrent ce trajet, un à l'avant, un à l'arrière. Et ce trajet est effectué entre le collège et le domicile de l'enfant. Donc, il y a une caméra qui est fixée sur le casque de l'enfant qui permet d'enregistrer donc le parcours à partir du regard de l'enfant. Et on demande à l'enfant de commenter. Donc, parfois, vous allez voir des commentaires qui apparaissent en bas, qui sont sous-titrés, parce qu'il n'y aura pas le son, je vais essayer de rajouter des commentaires. Et le film qui va suivre donc, est une sélection de fragments vidéo issus de ces parcours menés à Orgères. Alors ici, on est vraiment sur la première compétence, qui est plutôt une compétence gestuelle et corporelle, à savoir, et en même temps normative, sur comment traverser une rue est bien sécurisée par différents balayages de la tête. Alors parfois, on voit qu'il y a un balayage latéral, parfois juste à gauche, comme on vient de le voir à l'instant. Donc ça montre en fait différentes situations d'enfants. Et ici, où la situation semble plus complexe, on a des piétons, un vélo, l'enquêteur qui est censé passer devant. Donc l'enfant, voilà, balaye un certain nombre de fois. Alors, on peut supposer qu'il y a une forme d'anxiété ou juste s'assurer que tout est OK avant de pouvoir se lancer. Et le dernier exemple de ce même carrefour avec, voilà, toujours ces orientations gauche-droite répétées. Ici, on voit avant de traverser, l'enfant regarde à droite, très largement avant, mais ne va pas regarder à gauche et se lancer directement après l'enquêteur. Ici, on a un angle mort très marqué, très prononcé. Alors, on pourrait penser qu'il veut bien insister pour nous montrer qu'il le fait. Petit coup d'œil furtif à droite. Et il continue de suivre l'enquêteur. Sur ce rond-point, on a le petit coup d'œil à gauche qui reste furtif et rien à droite et on suit l'enquêteur. Alors, peut-être qu'il y a la confiance dans celui qui est devant. Et cet enfant qui commente nous dit en fait, c'est très bien ce petit passage piéton. Elle regarde quand même, mais à droite. Parce que du coup, ça lui permet de passer plus en sécurité avec la voiture. Il y a vraiment la question de la sécurité routière qui est très, très fortement ressortie dans les commentaires des enfants. Ici, c'est la capacité qu'on voit pour un enfant de pouvoir balayer le paysage tout en maintenant une trajectoire droite, qui montre aussi une capacité à maîtriser ce mode qu'est le vélo, comme la capacité à en faire à une seule main, ou à pouvoir s'amuser avec la rigole ici. On a des enfants plus ou moins à l'aise et ceci permet de se rendre compte. Et en même temps, elle fait un commentaire sur la manière dont est configuré l'espace et le fait qu'il n'y ait pas de trottoir. Ici, c'est le côté drôle de passage d'Odane. Alors là, on est sur les appréciations esthétiques qui nous montrent qu'effectivement, les enfants ont une représentation de l'espace. Ils sont capables de nous dire comment est conçu l'espace qui les entoure. Vous voyez ici, ils nomment un bâtiment les graineries. Alors voilà, ça nous rappelle les graineries, mais on voit qu'ils sont attentifs à tous les espaces qu'ils traversent et généralement, ils les connaissent plutôt très bien et ils les nomment à leur manière. Alors on avait tout à l'heure le parc, les graineries, on a eu la forêt aussi, c'était pas une forêt. Et ils peuvent voilà, être attirés par des choses assez particulières auxquelles peut-être un adulte ferait moins attention. Ici, on voit que l'enfant voilà, détourne son regard vers une piscine privative, tout en maintenant quand même sa trajectoire. Ici, on a un point d'intérêt, le petit banc en pierre. Alors, on peut supposer que c'est un banc fréquemment utilisé, peut-être pour cet enfant. Alors, la thématique des croisements-dépassements est intéressante pour évaluer justement les interactions avec les autres. S'il y a des piétons, quand il peut y avoir d'autres... Voilà. Ici, l'enfant utilise le klaxon suite à... Alors, le guide le fait, est-ce que c'est pour cela que l'enfant le répète? La gestion d'un dépassement. Alors ici, c'est une voiture qui va dépasser l'enfant. Ça a l'air de rien, mais c'est un commentaire qui est souvent revenu comme étant quelque chose qui fait peur aux enfants, de ne pas voir la voiture arriver juste en temps, mais sans la voir.
Et alors ici, on a un conflit. Elle est en train de nous commenter une maison qui est très décorée à Noël. Elle voit une copine et là, elle manque donc de rentrer dans l'enquêteur. Et là, on a un commentaire voilà, sur la personne croisée que l'enfant connaît. Et ici, voilà, une voiture arrive en face. Et là, qu'est-ce que fait l'enfant? Il monte sur le trottoir. Alors, il nous dit que c'est quand il pleut, il le fait parce que sinon, il se fait mouiller parce que arrosé par les flaques d'eau dans lesquelles roulent les voitures. Mais on sent quand même qu'il y a une forme d'appréhension croiser cette voiture qui arrive en face, parce qu'il est monté tout de suite. Et là, c'est pareil, on a la voiture qui est en face. L'enfant nous dit, ah, il y a une voiture. Faut que je me serre à gauche. Non, à droite, je confonds les deux. Ah, elle va se garer, je pense. Voilà, elle va se garer. Du coup, j'ai pas eu trop peur. Il y a vraiment cette question qui revient très fréquemment sur voilà, le croisement voiture. On change de côté. Il faut prendre ça. Donc, d'une certaine manière, avec ce qui vous a été présenté, on peut voir, c'était qu'un extrait, hein, parce que le film est beaucoup plus long, on voit que l'autonomisation, pardon, des enfants repose sur la maîtrise qu'ils ont de leur propre corps, de la capacité à moduler leurs gestes, leur allure en fonction des invités, en fonction des contraintes, en fonction également des opportunités rencontrées. Les environnements d'Orgères et de Rennes étant très différents, ça a nécessité la mise en œuvre de savoirs distincts. Ainsi, à Orgères, on a eu affaire à un contexte périurbain qui repose sur des compétences où on doit gérer des choses dans le lointain, des échelles de perception qui sont importantes, qui sont étendues. Donc, on est dans de la distance, dans de l'ampleur, et donc des paysages un peu du lointain. Ce qui, à Rennes, va être complètement différent. On a un contexte urbain dense et qui est composé de micro-événements très proches qui trament donc la vie sociale rennaise. On est dans des percepts qui sont plus d'ordre de la proximité et de la densité, et donc nécessairement, c'est différent. Là, vous n'avez pas pu le voir puisque j'ai montré un extrait que sur Orgères. Et à Rennes, on a fait essentiellement de la trottinette avec ses enfants de ce fait. Finalement, ces expériences du quotidien qui peuvent paraître anodines aux yeux d'un adulte vont participer à développer chez l'enfant des compétences pour se déplacer plus librement, notamment dans ses choix d'orientation, dans les stratégies de cheminement qu'il adopte, qui peuvent être variables parfois selon la météo, dans les gestes et les postures du corps qu'il adopte, et dans le temps qu'il va aussi avoir à disposition par rapport à des consignes parentales souvent, et aux dispositions spatiales, c'est-à-dire est-ce qu'il y a présence de verdure ou pas dans l'endroit qui peuvent lui donner envie de faire autre chose. Donc, il va acquérir peu à peu cette autonomie de déplacement, c'est-à-dire cette capacité de savoir-faire, de savoir-être, et donc adapter à un contexte traversé, mais aussi de faire face à de l'imprévu. Et en conclusion, donc, voilà ce schéma qui nous montre que l'acquisition de l'autonomie plus ou moins importante est effectivement un processus à différentes dimensions qui reposent à la fois sur l'indépendance des enfants dans leurs déplacements, mais aussi sur leur capacité de faire face à l'imprévu lors de ces déplacements, sur leurs usages des lieux, qu'ils soient formels ou informels, et sur ces expériences sensibles que l'enfant vit au cours de ces déplacements, qui lui permet donc d'acquérir des compétences. Il se trouve que l'évolution plus ou moins importante de cette autonomie dépend de ce que nous avons appelé les cultures éducatives urbaines, c'est-à-dire des manières de penser, de faire, des manières de faire, de pratiquer et penser l'espace de, pour et avec l'enfant. Nos travaux se concentrent actuellement sur cette étape et cherchent à identifier les différentes cultures urbaines qui viendraient expliquer ces différentes acquisitions d'autonomie. Une première analyse regroupe les types de mobilité des parents, que ce soit donc par rapport au mode utilisé ou aux distances parcourues. On a aussi les styles parentaux, à savoir s'ils sont plutôt encadrants plus ou moins avec l'enfant. Et enfin, le contexte socio-environnemental dans lequel évolue la famille de l'enfant. Ça nous a permis d'identifier 3 grandes formes de culture éducative urbaine. La première, la culture circonstancielle, où les parents échangent avec l'enfant, mais n'interviennent pas sur les déplacements ou alors de manière ponctuelle selon les circonstances. La culture d'encadrement, où les parents sont très proches des enfants et les accompagnent souvent dans leurs déplacements. Et enfin, la culture du fait accompli, où les parents ne sont pas rassurés par les déplacements de leurs enfants, mais gardent un encadrement souple. Il s'agit donc pour l'instant de premières pistes de réflexion sur l'importance de ces cultures éducatives urbaines en lien avec le processus d'autonomie que nous souhaitons donc
développer encore par la suite. Voilà, nous vous remercions tous pour votre attention. Vous avez ici quelques membres de l'équipe MobiKids qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui, mais qui ont très largement contribué à tout ce que nous vous avons présenté. Et nous sommes prêts pour répondre à de nouvelles questions. Voilà, là, vous avez la liste complète de tout le monde, ainsi que les laboratoires et entreprises qui ont participé à cette recherche. Merci beaucoup, Nathalie. Euh, du coup, on va pouvoir échanger 10-15 minutes pour pouvoir clôturer notre webinaire avec une série de questions, de remarques, de commentaires. Donc, il y a eu quelques questions dans le chat. Estelle, si tu peux nous en faire un peu le tour. Et puis, je vous laisserai répondre chacun ou chacune en fonction des questions posées. Oui, bah déjà peut-être rapidement une question un peu technique, juste est-ce que la vidéo complète est disponible sur YouTube? Pas encore. Pas encore. Ok. On reste Euh, en contact. voilà. Ensuite, on a alors sur la vidéo toujours quelqu'un qui demande quel âge avait l'enfant. Donc il y en a plusieurs sur l'extrait que vous avez montré, je pense, des enfants. Oui, il y a plusieurs enfants, effectivement. Ouais. Et les âges, alors c'est les enfants au collège, hein, puisque c'est Mm. la seconde partie de l'enquête où, une fois que les enfants ont fait la transition entre l'école primaire et le collège, donc ils sont tous au collège. Et là, on est à Orgères uniquement, puisque, bon, je l'ai dit rapidement, mais à Rennes, on a principalement eu un recours à la trottinette. Je crois qu'on n'avait qu'un seul enfant qui a voulu le faire à vélo et un ou deux en bus quand on leur demandait de changer de mode. Et effectivement, le vélo se prêtait beaucoup plus facilement à cette expérimentation que dans un contexte très urbain, très dense. Je pense que le choix s'est peut-être très certainement fait aussi au sein des familles et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les cultures éducatives urbaines, que peut-être les familles sont plus frileuses à laisser l'enfant partir en vélo, même s'il y avait deux enquêteurs, comme je le disais, un devant, un derrière pour sécuriser. Vous avez vu qu'il y avait le dispositif gilet jaune, etc., pour être bien visible. Mais voilà, il y a eu plus d'orientation vers la trottinette, qui est aussi un mode un peu plus utilisé en contexte urbain d'ailleurs que Mhm. périurbain. Et Et d'ailleurs, du sur pardon. l'encadrant, il y a une personne qui demande s'il influence pas le comportement des enfants. Alors, vous l'avez déjà un Mm. peu Oui, mentionné. je l'ai dit un peu, je pense Ouais. qu'effectivement, ça peut influencer. On a des enfants qui vont effectivement vouloir suivre et je pense qu'ils font absolument pas attention à autre chose que suivre l'enquêteur qui est devant. Et d'autres qui sont aussi plus à l'aise. Ça peut montrer aussi une manière d'être plus ou moins à l'aise et autonome ou en capacité d'utiliser un vélo seul. En fait, on voit un peu ceux qui ont l'habitude d'en faire par ailleurs et ceux qui l'avaient moins, hein. Déjà, même avant de monter sur le vélo, il y avait parfois beaucoup de questions. Là aussi, on avait les profils un peu plus anxieux que d'autres, ceux qui ne voulaient pas utiliser les vélos qu'on avait à disposition, mais qui voulaient leur propre vélo pour pouvoir être sûr de maîtriser un peu mieux l'outil de déplacement, mais c'est vrai que ça peut avoir une influence, effectivement. Mais c'était pour aussi des questions de sécurité et convaincre les familles qu'on a eu recours à cet enquêteur devant et derrière, plutôt que d'être comme un moniteur d'auto-école à devoir dire alors la prochaine à droite, alors là, oui, passe bien entre les potelets, parce que je ne vous ai pas montré ça dans les extraits, mais parfois on essaie de faire passer certains obstacles, voir comment ils se débrouillent. Enfin, obstacles, passer entre des potelets ou leur faire passer à un endroit plus étroit qu'un autre, etc. Et voir comment ils se comportent, en fait. Et en fait, on entend dans les commentaires des choses comme « Ouh là là, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Bah si, j'ai réussi, en fait. » Voilà, des choses comme ça. Donc, on sent là aussi s'il y a une anxiété ou une forme d'appréhension par rapport à certaines choses. Si le sol est plus ou moins stabilisé, par exemple. Parce que je crois que sur l'extrait, là, c'était peut-être pas visible, mais parfois, on n'est pas sur du bitume mais sur un sol un peu plus caillouteux et certains enfants avaient des appréhensions par rapport à ça. Voilà, D'accord. Avant de poser, juste avant de poser les autres questions, Estelle, vous avez filmé aussi les trajets en bus et à trottinette? oui. D'accord. Et En du fait, coup, ça, cette ça vidéo, sera elle est très public. longue, elle dure quasiment une demi-heure. Et il y a aussi donc tous les parcours à trottinette qui sont filmés avec cette fois-ci la GoPro était mise quand on le pouvait au niveau du thorax de l'enfant, parfois au niveau du casque, ça dépendait. Mais on s'est rendu compte que le thorax, ça pouvait être pas mal aussi pour percevoir les mouvements du corps, qui sont Ok. plus importants en trottinette. Oui, il y a le son hein, dans le film, hein. C'est parce que là, pour Oui, là, je l'avais coupé pour faire rajouter les commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions qui peuvent être intéressantes à vous partager?
Oui, alors il y a une personne qui demande si, enfin qui, je sais pas si c'est une question ou une remarque, mais l'autonomisation passe aussi par la confiance des parents, donc les tests d'être des parents kangourous. Il demande si vous aviez étudié cela et donne l'exemple du fait que cette personne a suivi ses enfants qui étaient à vélo en étant en voiture et qu'il n'a pas du tout eu la même perception de sécurité que par rapport aux nombreuses fois où il ou elle est à vélo avec eux. Enfin, une perception de sécurité qui est complètement dégradée que quand il est avec eux à vélo. Donc voilà, demande si vous avez étudié ça, donc la confiance des parents pour plus d'autonomisation des enfants. Mm. Alors, on n'a pas posé des questions Voilà. spécifiquement sur le vélo, mais dans la partie questionnaire, on a effectivement posé un certain nombre de questions aux parents sur leur niveau d'assurance justement ou non-assurance par rapport au fait de laisser leur enfant, par exemple, réaliser un trajet seul ou pas, utiliser un mode ou un autre dans ce trajet pour aller à l'école, par exemple. Donc, et ça participe des typologies que vous a présenté Pierre tout à l'heure. C'est des variables qu'on a intégrées, les réponses à ces questions qu'on a intégrées dans les typologies qui permettent euh, de justement dessiner les différents types de cultures aussi éducatives qui participent du développement et de l'autonomisation des enfants. Mm. Ouais, tout à fait. Et Nathalie en parle un petit peu sur la dernière diapo. Il y a effectivement des parents qui manifestent alors, je sais pas si on peut parler de confiance, mais en tout cas des craintes plus élevées que d'autres et ça participe, comme l'a dit Sonia, à définir ces cultures éducatives urbaines, très différentes, mais qui vont impacter le développement de l'autonomie. Ok, merci. Alors, il y avait également une autre question. Ça, c'était donc avant la vidéo sur les tactiques de cheminement des enfants. Est-ce que elles sont hiérarchisées ou non entre le confort, leurs lieux repères, les lieux de socialisation? Est-ce qu'ils font une Alors, hiérarchie? euh, de mémoire, oui, mais j'ai un petit doute sur ma réponse. C'est les trois principales, on va dire, qui sont ressorties effectivement et qui parfois ont pu nous surprendre aussi. Mais le confort sensoriel, c'était essentiellement éviter, par exemple, le bruit des voitures, qui est un bruit voilà, qu'ils ont vraiment du mal à supporter, hein, le bruit de la circulation routière, et notamment là, pour les enfants rennais, c'était très, très important. Euh, voilà, il y a une enfant qui, à un moment, nous dit, je te conseille, parce que nous, on est de Grenoble, donc quand on venait faire les enquêtes, les enfants nous parlaient de leur ville, sachant qu'on la connaissait pas ou peu, et nous disaient, je te conseille de jamais venir habiter ici, c'est vraiment trop bruyant. Voilà, et c'est là qu'ils ont des tactiques de détournement, justement, pour éviter de longer, par exemple, un boulevard ou voilà, d'éviter ces sources-là et d'aller chercher des sources de plaisir qui vont être, alors ça peut être des plaisirs esthétiques, visuels, mais des plaisirs sonores, d'entendre des petits oiseaux ou d'être juste dans un lieu plus calme, en fait. Donc c'est revenu quand même assez fortement. Euh, les lieux repères, oui, ils sont aussi identifiables chez tous ces enfants. Ça se joue à peu de choses près, en fait, hein. Je les ai présentés comme ça. Mais tout est quasiment aussi important, c'est-à-dire que se déplacer avec les autres est aussi presque primordial dans ce déplacement autonome, enfin dans cette phase d'autonomisation, de pouvoir au départ se dire j'y vais avec mes copains ou avec un parent, un frère ou une sœur. C'est la transition vers le je pourrais à un moment y aller seul. Et si je suis seule, je vais peut-être pas prendre exactement le même chemin que si je suis avec mes copains ou copines, parce qu'on peut justement sur le trajet s'amuser, s'arrêter sur un banc, comme le disait tout à l'heure Colin, ou alors là il était seul cet enfant sur le banc parce que son meilleur ami était parti. Mais ça peut être, je passe par là parce que je sais que là je vais rencontrer un chien tous les soirs, le maître promène son chien ici, donc si j'ai le temps et que mes parents ne m'ont pas dit tu as 10 minutes pour rentrer de l'école, si à 10 minutes après la sonnerie, tu n'es pas là, je m'inquiète.
ils vont pouvoir un peu, en fonction de ça, choisir leur cheminement. Et en fait, il y a tellement de choses tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Mais si on les laisse dire vraiment ce qui, eux, les met en mouvement, ça va être vraiment ça, hein, chercher le confort, le plaisir, la recherche aussi d'animaux, hein, que ça peut être des petites bêtes comme les chats ou les chiens, et de pouvoir être avec les copains et éventuellement s'amuser si c'est possible sur le trajet, quoi. Et d'éviter ces fameuses voitures. C'est pour ça que je parlais de zones plus ou moins dangereuses. Quand on voit tout à l'heure sur la vidéo, on voyait un petit parc. Au moment où l'enfant commente un parc, il dit que ça, c'est un parc qui est bien pour se poser avec les copains, etc. Donc, un lieu un peu en dehors du rythme urbain. Alors que là, on est sur Orgères, c'est beaucoup moins passant qu'ailleurs, mais ça reste un endroit un peu un cocon, quoi, dans lequel ils peuvent se retrouver. Mais sinon, dans le tableau sur la gauche, effectivement, les, les termes, je vais y arriver, qui sont écrits, sont mis dans l'ordre d'occurrence. Mhm. Et ils étaient, voilà, à quelque chose près euh, Ouais, équivalent. Je vais trouver mes mots. d'accord. On prend une dernière question du coup, Estelle, avant de nous quitter, parce que bon, je pense qu'il y a des gens qui vont devoir enchaîner sur la suite de leur journée. Du coup, peut-être une question plutôt à Colin. Je crois que c'est vous qui avez travaillé sur la cartographie des données. Donc, au sujet des cartes sur les espaces visités par les enfants, avez-vous remarqué une influence de la présence des transports publics ou d'aménagements cyclables? Permet-il aux enfants de se rendre seuls dans ces lieux? Et moi, je rajouterais aussi sur le travail que vous avez fait de données géographiques. On voit, hein, c'est assez frappant si on peut la remettre, puisque vous avez identifié les lieux fréquentés, les lieux d'habitation. Peut-être l'autre, peut-être c'était ça la question, oui, la question en fonction de cette carte. C'est totalement beaucoup plus développé à Rennes. On a beaucoup plus de lieux fréquentés. Est-ce que vous avez analysé ou essayé de comparer justement en fonction du fait qu'il y ait peut-être plus d'offres, si je puis dire, à Rennes ou plus de lieux fréquentés? Voilà, ça complétera la question qui est posée sur l'impact des transports publics ou d'aménagement cyclable. Il faut mettre votre micro, Colin. Tu n'as pas Ton ton micro. micro, Colin. Je disais merci pour cette question. Elle est très, très pertinente sur l'influence de la présence des transports publics ou aménagements cyclables. Euh, En fait, c'est pas le contexte de ces lieux, le contexte géographique, on l'a analysé de façon descriptive. On n'est pas allé dans une analyse quantitative de l'analyse, comment dire, de la présence du contexte géographique qui pourrait influencer la fréquentation de tel ou tel lieu, mais dans ces lieux qu'on a étudiés, il y avait des arrêts de transport en commun. Des personnes qui fréquentaient des arrêts de transport en commun. Et donc, ça s'est retrouvé à la fois dans le type A et dans le type B, où il y a des activités de courte durée, notamment, et où il pouvait y avoir justement parfois des ruptures de charge qui pouvaient être assez importantes. Donc, c'est aussi des moments qui sont intéressants à étudier, puisque notamment pour les lieux, comment dirais-je, vécus, c'est aussi des moments où on a vu il pouvait y avoir des socialisations qui pouvaient se former dans ces endroits-là. Euh, mais effectivement, ça serait, nous, ça nous intéresserait de continuer à travailler aussi sur ces questions-là de contexte géographique de ces lieux. Et pour répondre à la question aussi de la distribution spatiale de ces lieux, c'est vrai qu'à Orgères, on est sur une urbanisation qui est assez condensée et qui répond aussi à la politique urbaine de Rennes Métropole, donc c'est-à-dire la densification urbaine en périphérie. Et donc, on a moins d'étalement des lieux fréquentés des individus à Orgères. Euh, les enfants avaient aussi beaucoup d'activités de loisirs dans les communes aux alentours, donc utiliser soit les transports en commun, mais très peu, ou surtout la voiture avec leurs parents pour aller à des activités, et qui profitaient aussi euh, comment dire, c'était aussi des moments de socialisation, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants qui prenaient la voiture à plusieurs ou qui allaient dans des lieux, qui partageaient des activités dans des communes
euh, proche à plusieurs enfants suivis. Donc en fait, on retrouvait la socialisation aussi à plusieurs endroits. Et, et à Rennes, effectivement, on voit une grande distribution sur une échelle plus importante des activités. Voilà, donc effectivement, il y a deux, il y a deux spatialités qui sont un peu différentes pour les Orgérois, et Rennais-Rennaises. Statistiquement, cette différence, euh, je dirais, d'étendue géographique des activités euh, pratiquées, enfin des lieux fréquentés, elle se retrouve pas forcément dans ce qu'on a pu faire aussi par ailleurs, qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, mais on retrouve pas forcément des différences importantes selon la ville dont on provient, mais plutôt des différences école versus collège. Donc on a tendance à s'éloigner un peu plus, à pratiquer des lieux plus lointains quand on est au collège qu'en primaire, ou aussi quand on est un garçon versus une fille. Voilà. Très bien, bah, merci beaucoup, Colin. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, on avait peut-être d'autres en amont, mais malheureusement, on va devoir clore notre webinaire. Merci à toutes et à tous qui sont restés jusqu'au bout. Je sais que les agendas de la rentrée sont souvent chargés. Merci à vous. Un grand merci à l'équipe de MobiKit. Alors, je suis désolée, je généralise Sonia, Colin, Pierre, pour votre participation et Nathalie. Du coup, juste pour terminer, je vous ai mis un lien dans le chat, un petit questionnaire d'évaluation, si vous pouvez prendre quelques minutes pour y répondre. Et je sais que Sonia, vous avez mis un certain nombre de ressources à la fin de votre support. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été du coup analysées dans ce vaste programme de recherche, on vous a donné on vous a fait une présentation d'un spectre, on va dire, de l'étude. Mais voilà, il y a tout un tas de ressources avec des articles assez accessibles pour certains, d'autres qui sont beaucoup plus scientifiques, mais qui sont totalement passionnants. Donc, je vous invite à vous pencher dans cette littérature. Et je crois aussi, Sonia, qu'il y a une publication qui est prévue plutôt en fin d'année. Donc, on vous tiendra informé, on partagera voilà, quand l'ouvrage sera disponible. Je ne sais pas si vous avez une date à peu près ou pas encore. Non, 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 je vais juste. Non, on n'a pas de date à vous fournir encore, mais D'accord, ok. non, c'est un ouvrage collectif qui permettra de faire le tour de toutes les analyses que l'on a pu faire et ça sera aussi l'occasion de mettre toutes les vidéos. Enfin, Oui, vidéo, captage de son aussi, on n'en a pas parlé là, mais il y a voilà, une exploitation qui a été faite de toutes les sources de collecte que l'on a faites. Et donc, à cette occasion, on aura la possibilité de les diffuser. parfait. Oui, je pense que c'est très instructif de découvrir vidéo, enregistrement. Je pense que ça nous acculture beaucoup sur le sujet. Très bien, merci beaucoup. Et juste pour vous dire qu'on vous enverra bien sûr replay, compte rendu et support de présentation. Vous rappeler aussi qu'il y a les deux autres enregistrements qui ont été mis en ligne sur notre site. Si vous pouvez juste mettre la dernière diapo, Sonia. Je vous ai mis les coordonnées aussi si vous souhaitez nous contacter pour plus d'informations et les coordonnées de Sonia Chardonnel. Et puis aussi, bah, pour ceux qui sont intéressés par Mobuscol, vous êtes nombreux à avoir manifesté votre intérêt dans le questionnaire d'inscription. On vous enverra le lien d'inscription pour cette fameuse réunion d'information qui vous permettra de présenter tout ce qu'on peut mener dans le cadre de la dynamique Mobiscol. Un grand merci encore à vous pour votre présentation. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon après-midi à toutes et à tous et à bientôt sur par mail ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations sur ce webinaire ou sur ce qu'on propose. Merci à tout le monde. Bon après-midi.